de retour sur le plateau du Média. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour pour l'entretien de Derrière les Dogs. Je suis en compagnie de Judicaël Perrault, réalisatrice de la série À l'avant-poste, que vous connaissez peut-être bien si vous êtes habitué de l'émission. Bonsoir Judicaël. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, je mets les pieds dans le plat, hein, si je peux me permettre. En faisant ce film, tu le dis un peu toi-même d'ailleurs tout au long des 3 épisodes, tu retraces un petit peu toi-même ton propre parcours militant. Merci de me recevoir déjà. Oui, effectivement, c'était l'envie de faire ce documentaire, c'était de répondre à 2 idées reçues qui m'agaçaient particulièrement, et je pense qui agacent toutes les personnes engagées en politique et féministes particulièrement. Ces 2 idées reçues qui sont générationnelles. Donc la première, c'est lié au fond. C'était vraiment, on entendait beaucoup les conservateurs, les réactionnaires dire ah mais le féminisme c'était mieux avant, vous perdez, vous desservez votre cause, les vrais sujets c'est les suffragettes ou Simone de Beauvoir. En gros c'est réglé, vos combats maintenant n'ont plus de sens. Et moi je trouvais que faire parler les mortes pour discréditer les vivantes c'était pas du tout une bonne idée, et je voulais vraiment leur donner la parole. Et ensuite la deuxième idée reçue est aussi générationnelle, mais c'est un truc qui est presque de l'ordre du médiatique. C'était cette idée de dire bah voilà, les réseaux sociaux c'est superficiel, il y a que des nanas qui se prennent en selfie dessus et ça sert à rien. Et moi j'avais envie de dire bah non, en fait un réseau social c'est un outil, et ça peut très bien être un outil politique qui est celui de ma génération, donc Insta spécifiquement. Et j'avais envie de dire, bah, en fait, il y a des personnes qui font des choses très, très intéressantes sur ce réseau social-là, et vous ne le savez pas parce que vous êtes trop têtu pour vous intéresser à ce que la jeunesse fait, quoi, en gros. Et du coup, moi, ça a été un vrai déclic, et je dis un petit peu en rigolant dans l'épisode 2 que je me suis radicalisée sur Internet. C'est un peu de la provoque, mais c'est vrai. En fait, ça m'a permis... et c'est vraiment le processus que j'ai fait, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé par des choses très, très accessibles, très grand public, très libérales, finalement, du féminisme libéral, qui est voilà, la réappropriation du corps, l'empouvoirment. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est plus ou moins fait en même temps, mais pour des raisons de narration, j'ai fait 1, 2, 3. Et puis petit à petit, voilà, je disais, on va plus vers la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les féminicides. Et enfin, on sort un peu de son prisme blanc, bourgeois, hétéro-cis, en l'occurrence pour ma part, pour s'intéresser à l'intersectionnalité ou à ce qu'on appelle la constellation dans l'épisode 3. Et donc, s'intéresser vraiment aux structures et au système de domination, donc suprématie blanche, capitalisme, patriarcat, tout ça. Et donc, voilà, j'avais envie de tisser ce lien qui partait d'une expérience perso, et qui se voulait, puisqu'à l'origine je voulais le faire pour la télévision, qui se voulait en toute modestie un peu réconcilier des générations et dire en fait voilà, vous avez milité sur le terrain, en manif, etc., dans des associations. Nous, on le fait aussi là, mais il y a d'autres outils dont on se saisit, qui permettent de faire de la vulgarisation, de l'éducation populaire même, je trouve, qui permettent d'archiver la lutte, qui permettent de récolter de l'argent, et de manière générale rendre ça plus accessible. Et c'est en fait, voilà, c'est le numérique, quoi, on peut pas y échapper. Et donc j'avais envie de réconcilier ça et de dire les réseaux sociaux peuvent être utiles pour le militantisme, et en même temps arrêtez de nous contredire. Enfin, intéressez-vous vraiment au combat. Et c'est pour ça que la tagline de la série, c'est un tour de piste des luttes contemporaines et une critique médiatique de la plateforme. Comme pour beaucoup des militantes qui se confient à toi, j'ai l'impression que MeToo a quand même permis une prise de conscience, ou une démocratisation, en tout cas de la prise de conscience de la potentialité des réseaux sociaux pour justement prendre la parole en toute liberté. Et du coup, c'est important pour toi et même pour d'autres de considérer MeToo en ce sens comme une sorte de révolution. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats dans les milieux féministes autour de la question de la révolution de MeToo, parce que de fait, ça fait 10 ans et on n'a toujours pas obtenu ce qu'on voulait. Mais il y a quand même c'est quand même un point de bascule, c'est un déclenchement qui a un potentiel
de faire advenir un vrai changement. Disons qu'on n'a pas eu le milliard d'euros que les féministes demandent, que les associations réclament depuis des années pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, qui permettrait de former les forces de l'ordre, les magistrats qui accueillent les victimes de VSS. Il n'y a pas eu l'argent non plus pour ouvrir des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Il n'y a pas eu même de tentatives de régler la question de l'écart de salaire qui permettrait aux femmes d'être moins en situation de domination économique. On a même eu des réformes terribles comme la réforme de retraite qui met les femmes encore plus en situation de précarité. Donc dans les faits vraiment matériels, si on veut être marxiste, il n'y a pas eu de changement de conditions matérielles vraiment, en tout cas celles qu'on espérait. Mais pour autant, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé de très fort de l'ordre symbolique dans la bataille culturelle, en fait, quand on dit l'intime est politique. Oui, là, ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, là, en l'occurrence, et par la suite sur tous les réseaux sociaux, les femmes ont compris qu'elles n'étaient pas seules, que c'était pas normal, que c'était pas de leur faute, ou en tout cas, c'est en train de se faire. Et ensuite, il y a quand même des victoires. Ce qui a été fait avec la coordination féministe le 8 mars dernier, pour moi, c'est une énorme victoire. C'est-à-dire que quand moi, je commence à militer, il y a encore beaucoup de débats au sein des féministes. C'est pas du tout clair sur la question de la transphobie, c'est pas du tout clair sur le droit au port du hijab et sur l'islamophobie. C'est pas clair non plus sur le travail du sexe. Il y a vraiment beaucoup de débats. Et ce qui est révolutionnaire, moi, je trouve, là, dans les milieux féministes, c'est qu'on a réussi à prendre position. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce documentaire. C'était, moi, aussi pour prendre position sur ces questions-là. Et donc, je parlais du 8 mars. La coordination féministe a réussi à imposer un mot d'ordre qui est antiraciste, antifasciste, antisioniste, anti-impérialiste. On a réussi à dégager Némésis et Nous vivrons de la manif. Donc ça, pour moi... c'est le prolongement de cette révolution qui est MeToo. Et en fait, quand on parle de MeToo et de vécu personnel, ce qui est important pour que ça devienne vraiment un mouvement révolutionnaire, c'est d'en tirer les leçons politiques. Donc si moi, j'ai vécu des violences au sein du couple, du sexisme ordinaire, etc., c'est parce qu'on s'inscrit dans le patriarcat. Si les femmes noires ne sont pas représentées à la télévision, c'est parce qu'on s'inscrit dans la suprématie blanche, etc. Et là, je trouve qu'avec les évolutions dans le débat féministe récemment, on a une vraie politisation et une vraie affirmation de notre radicalité politique, en fait. Et ça, je trouve ça hyper encourageant. Mais c'est pas encore un mouvement de masse. Et pour que ça devienne vraiment révolutionnaire, il faut que ce soit massif. Oui, parce que c'est vrai que si j'en parle un petit peu dans l'introduction de cette émission, si on regarde un petit peu plus loin dans le passé, à l'époque des printemps arabes, par exemple, on avait déjà un petit peu vu la capacité mobilisatrice des réseaux sociaux, parce que beaucoup de manifestations et de révoltes à ce moment-là s'étaient organisées un petit peu via Facebook. Là, effectivement, on a un petit peu, comme tu parles, par exemple, pour la manif et l'extraction de Némésis et de Nous vivrons. Donc là, en fait, il y a effectivement un pouvoir très mobilisateur des réseaux sociaux, mais aussi un pouvoir d'échange où, en fait, vous pouvez justement les différents comptes, profils, en fonction des contenus, peuvent permettre d'échanger à la fois sur la théorie politique, mais aussi sur le vécu personnel, etc. C'est aussi ça que Instagram permet en plus par rapport à d'autres réseaux sociaux. Ouais, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé à devenir vraiment une grosse utilisatrice d'Insta, qui est corrélée avec le moment où je me suis politisée, c'est la diversité, en fait. Du contenu, à la fois dans le fond que dans la forme. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il s'ouvrait un monde immense que je connaissais pas, parce que j'avais pas été vraiment formée sur le terrain, parce qu'il y a ça aussi, en fait. Instagram permet aux personnes de se former politiquement, même si elles n'ont pas eu accès à des syndicats étudiants, des mouvements locaux qui font ce travail de formation politique, en fait. Et donc, la diversité, moi, ce qui m'avait frappée et que je voulais mettre en scène, c'était ça. C'était Instagram, il y a des articles, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a de la peinture, il y a de l'art, il y a de l'humour.
Il y a de tout, en fait. Alors, il n'y a pas des énormes textes, parce que voilà, la forme est quand même contrainte, et Blanche en parle dans l'épisode 2. Dans l'épisode 1, je crois. Donc voilà, il y a quand même une forme, mais comme dans tout média et plateforme. Oui, effectivement, c'est du format court, oui. très condensé. Oui, elle fait mais qui permet d'être aussi percutant. Enfin, elle a ses avantages aussi, le format court. Ça permet. C'est ce qu'elle dit, c'est que elle fait 10 slides, mais comme une planche de BD. Et elle rappelle que dans un journal, pareil, il y a une contrainte. Enfin voilà, faut rentrer dans la forme. Il y a un nombre de feuillets. Et que c'est pas. Elle dit, c'est pas le lieu pour faire une thèse. Et effectivement, tout le monde ne peut pas se permettre de lire Le Deuxième Sexe ou des trucs plus récents qui seraient quand même difficiles d'accès. Donc moi, je trouvais ça bien parce que c'était accessible et je trouvais ça populaire. Alors, c'est toujours à nuancer, mais c'est gratuit et ça peut permettre de s'ouvrir à d'autres choses. Ouais. C'est une très belle porte d'entrée. Et aussi, tu parlais de la mobilisation du 8 mars. Oui, c'est un lieu aussi où on peut interpeller des élus. On peut créer du lien aussi entre les organisations. Par exemple, on voit beaucoup de cross-posts qui permet aussi un petit peu de détourner l'algorithme et la censure. Et ça permet de faire se rencontrer des organisations entre elles qui se rencontrent aussi en AG. Oui, des communautés après qui viennent, voilà. qui s'intercroisent. Ça peut contrer un petit peu l'individualisme dans lequel on vit et du coup recréer des liens et permettre des discussions aussi. Il y a un cas, moi, qui m'a beaucoup intéressé, notamment, je crois que c'est dans le 2e épisode, c'est celui d'Anna Margarita. Parce que là, on est sur un cas un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'elle est journaliste. Et en fait, au-delà de toutes les difficultés qui met en compte, parce qu'évidemment, elle est toute seule et elle est indépendante, c'est comment on peut être aussi son propre média à soi, où on est totalement maître ou maîtresse de sa propre hiérarchie de l'information. Et on le voit d'ailleurs, comment, via ses stories Instagram, elle commente au plus grand nombre possible les actualités, comme justement concernant les violences sexistes et sexuelles. On parlait par exemple des procès des viols de Mazan, mais il y a eu aussi le cas du procès de la meurtrière de Lola, où elle a documenté très largement la récupération qui en a été faite par l'extrême droite. Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu sur le personnage d'Anna Margarita ? Il est très intéressant à ce titre-là. Ouais, moi je suis hyper admirative de son travail. Je la suivais aussi beaucoup. Elle a aussi beaucoup couvert les violences policières, les violences contre les personnes immigrées, les violences de l'extrême droite aussi. Donc elle fait un travail vraiment très très important. Et en fait, le fait d'être indépendante lui permet d'aller au fond des choses. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contrainte par des questions de temporalité d'un média. Donc, elle peut aller passer 3 mois et tous les jours faire un compte-rendu ultra minutieux du procès des 51 violeurs de Gisèle Pelicot. Et elle fait ça vraiment avec beaucoup de discipline. Et c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire si elle travaillait dans un média, parce qu'aucune rédaction va envoyer quelqu'un 3 mois, tous les jours, pour couvrir. Et elle le raconte pendant l'interview. Bon, on n'a pas pu le monter, mais elle voyait très bien en fait, elles étaient 3-4 tous les jours. Et puis, dès qu'il y avait une actualité ou un verdict ou quelque chose d'important, là, il y avait toutes les rédactions qui débarquaient. Ils étaient 60. Elles pouvaient même plus s'asseoir sur les bancs des journalistes. Enfin, c'est une question d'économie aussi de l'information. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que quand elle a commencé à couvrir le procès, elle a pris 60 000 abonnés d'un coup, parce qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin d'avoir une couverture de ces sujets-là féministes et factuelle. Parce qu'en fait, on dit féministe, mais en vrai, elle est factuelle. Ouais. Et c'est aussi ça qui est très important avec Instagram, et ça avait commencé avant, c'est aussi la capacité à débunker les fausses informations, à corriger les biais racistes, sexistes, misogynes, qui sont dans les médias traditionnels. Ouais. Par exemple, je pense à Rose Lamy, qui, avec son compte Préparez-vous pour la bagarre, que j'aurais adoré interviewer, mais qui n'était pas disponible, qui faisait ça dès 2017-2018, je crois, où vraiment, elle prenait les articles de presse où c'était en mode... elle fait trop cuire les pâtes, il lui tire une balle dans la tête, ou alors il aimait trop le grand-père qui aimait trop sa petite fille. Non, pédocriminel,
féminicide, il faut dire les termes en fait. Ouais. Et donc, Comme Victime de la passion, la une de oui. Paris Match après le meurtre de Marie Trintignant. C'est ça. Et puis ça, c'était encore jusqu'à il y a vraiment pas longtemps où on disait crime passionnel, on disait pas féminicide. Et donc, c'est la pression qu'ont mis les féministes sur tous les terrains d'ailleurs, hein, pas que sur Instagram. Mais c'est la pression qu'ont mis les féministes qui a permis à la société de changer. On parlait de révolution tout à l'heure, c'est un petit peu une révolution culturelle et symbolique quand même. C'est des petites avancées, des petites victoires comme ça. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait rien obtenu, c'est pas tout à fait vrai. On a obtenu aussi la reconnaissance de la victimisation secondaire dont on parle avec Anna Margarita et Blanche Sabat dans l'épisode 2. Donc, le travail de journalisme indépendant, il est hyper important. Vous en savez quelque chose, et il peut prendre différentes formes. Et Anna, elle travaille sur Instagram. Après, c'est aussi un petit peu de l'ubérisation de la pensée, quoi, parce que elle est toute seule, elle n'est pas rémunérée, c'est très précaire. Le droit du travail la protège pas, c'est-à-dire que on en parle un petit peu, mais d'un point de vue de santé mentale, c'est très difficile. En plus, il y a effectivement l'écueil qui incombe forcément aux réseaux sociaux. Là, ça me fait la transition toute trouvée pour y venir, parce que tout à l'heure, on parlait d'espace d'expression libre que permet les réseaux sociaux. Mais en fait, libre, il ne l'est pas vraiment, parce qu'il y a l'algorithme. Donc, l'algorithme peut shadowban, il y a des mécanismes un peu invisibles de censure quand on n'est pas au fait de comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que vos ennemis, l'extrême droite, en profitent aussi de cette liberté d'expression que permettent les réseaux sociaux. Et là, eux, ils sont favorisés un petit peu plus par les algorithmes. Et du coup, ils ne s'en privent pas pour lancer des raids de cyberharcèlement, développer tout un tas de théories complotistes et discriminatoires. Et évidemment, parfois, ça va plus loin. Ça peut aller jusqu'aux menaces physiques par message, mais aussi parfois dans la vraie vie. Oui, complètement. C'est un lieu hyper violent, et en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début. Mais au début, on en parlait de manière positive, mais on peut en parler aussi de manière négative. En fait, faut pas être trop naïf. C'est effectivement pas un espace de démocratisation du savoir et de l'expression. C'est le prolongement de la réalité. Et c'est aussi ça que je voulais montrer, moi, au début, c'est que l'espace numérique, le digital, le virtuel, n'est pas séparé du réel. En fait, c'est juste à côté, mais c'est ensemble, quoi. Donc, en fait, les violences qui existent dans notre société, qu'on met énormément d'énergie à ne pas voir collectivement, elles existent aussi sur les réseaux sociaux. Et elles existent d'autant plus violemment qu'elles sont simultanées et qu'elles s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que... Et qu'elles sont d'autant plus décomplexées que la personne est derrière un écran. Cachée derrière un pseudonyme, et elle se croit protégée, donc elle peut dire les pires horreurs et tout, bien entendu. Mais il y a ce truc, effectivement, les militantes se couchent et elles peuvent se réveiller avec 250 menaces de viol et de mort, et des insultes et tout. Donc c'est hyper violent. Et en fait, quand on dit que les réseaux sociaux sont un champ de bataille, c'est un champ de bataille dans lequel on est minoritaire, en fait, comme dans la vraie vie. Donc on est sur un espace on est sur une dynamique de résistance. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la question de la révolution. Je crois que c'est Lordon qui rappelait récemment que la gauche n'avait pas eu de grandes victoires dans ses mobilisations sociales depuis des décennies, parce qu'à chaque fois qu'on se mobilise, c'est pour garder un droit. C'est pour ne pas perdre un droit, plutôt que pour demander quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est la même chose. C'est la même chose aussi sur les réseaux sociaux. On essaye de contrebalancer le discours ambiant dont on est inondé, mais c'est la stratégie que Trump a eue aussi. C'est nous inonder d'horreur pour qu'on n'ait plus l'espace de proposer quelque chose de nouveau, de proposer un idéal de société. Et on essaye, mais c'est difficile. Surtout que l'extrême droite, eux, comme ils réfléchissent pas et qu'ils s'en foutent de la vérité, ils peuvent produire énormément. Là où nous... dès qu'ils ont un truc qui leur passe par la tête. Oui, et puis mentir, c'est pas grave. Des robots, c'est pas des bots, c'est pas grave. L'IA, c'est pas grave, on s'en fiche. Là où les militantes et les féministes et les personnes progressistes, elles travaillent. Donc ça prend du temps de vérifier ses sources, de
de payer les gens correctement, d'aller sur place, de se renseigner, etc. Simplement de se documenter. Se documenter et de bien faire son travail. Et ça pèse aussi sur l'individu. Ouais. D'autant plus quand on se fait attaquer par des bots d'extrême droite. Donc, c'est évidemment plus difficile et ça prend plus de temps. Et on est en fait dans une posture encore de résistance face à cette violence. Bah oui, c'est ça. Puis en plus, puisqu'on parle tout à l'heure tu as utilisé le mot démocratisation. Le combat va être d'autant plus âpre et difficile que maintenant, militer sur les réseaux implique de le faire sur des plateformes qui, aujourd'hui, sont ouvertement inféodées à l'extrême droite, aux idées racistes, suprémacistes, LGBT-phobes, à Donald Trump, etc. C'est la question qu'on pose un petit peu en filigrane. C'est maintenant que Zuckerberg a dit ouvertement qu'il rejoignait Trump, parce que c'était il y a 2 ans, je crois, mais au moment de la réélection. Au moment de la réaction, il a dit c'est bon, on va enlever les drapeaux LGBT. Maintenant, dire qu'une femme est un objet, ça va plus être considéré comme de la haine, mais comme de la liberté d'expression. Enfin, en gros, il a un peu suivi la logique de Musk avec Twitter. Et donc, la question s'est posée, est-ce que ça va devenir la poubelle d'Internet ? Est-ce qu'on pourra encore s'exprimer ? Est-ce qu'il faut quitter ce réseau social, trouver des alternatives, etc. Et elle le rappelle très bien, les personnes dans le documentaire, surtout Elvire et Abby Beach à la fin de l'épisode 1, c'est que Insta, Meta de manière générale, c'est une régie publicitaire, c'est là pour vendre de l'argent. Donc toi, si tu critiques ça ou si tu ne sers à rien, en gros, si tu n'es pas là pour servir les intérêts des capitalistes, c'est-à-dire faire vendre, faire du clic, générer du flux pour qu'il y ait plus de pubs, tu vas être invisibilisé. De fait, c'est même pas parce qu'ils te détestent spécifiquement ou qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis, c'est parce que tu sers à rien. Pour vendre. Et c'est vraiment très cynique. Et Léane, elle le rappelle super bien aussi dans l'épisode 3. Elle dit, de toute façon, il ne faut rien attendre des milliardaires. Ils seront là, ils feront toujours tout pour défendre leurs intérêts économiques, et que ce soit avec le néolibéralisme ou avec le fascisme. Et j'adore quand elle dit ça, parce que c'est limpide. Et oui, donc en fait, les personnes qui militent sur Insta, de fait, doivent résister à la fois au capitalisme, qui est imbriqué dans l'outil qu'elles utilisent et qui change en permanence, et aux ennemis politiques qui utilisent ce même outil sans en subir les conséquences. Donc c'est vraiment, elles sont dans une posture difficile. C'est pour ça qu'il faut leur donner de la force. Et puis c'est hyper arbitraire. Là, récemment, il y a le compte My Voice, My Choice, qui milite au Parlement européen pour le droit à l'avortement, etc. Elles ont 1 million d'abonnés. Elles ont perdu les accès. Elles peuvent plus se connecter à leur compte Insta. Alors qu'elles pèsent quand même. Elles ont 1 million d'abonnés. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, donc ça peut se passer comme ça. Estelle, semblant de rien, elle le raconte aussi, elle a perdu beaucoup. Son compte a été supprimé plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment très, très dur, quoi. Très dur. D'où la nécessité je finis là-dessus, de se pousser les uns les autres, peut-être de se constituer en médias indépendants et d'investir peut-être des arènes plus classiques. Mais j'ai envie de dire investir, mais je pourrais dire conquérir, mais donc des arènes plus classiques comme la télévision, par exemple. Ouais, ça c'est difficile aussi. En vrai. Mais oui, c'est ce que rappelle Blanche quand elle répond à cette question. Est-ce qu'on se lève ou on se casse, en gros, d'Instagram ? Elle dit non, surtout pas. Il faut rester pour résister, mais pour rejoindre ce que tu dis, il faut diversifier les moyens d'action et les canaux d'expression, elle dit, justement pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier et se retrouver complètement silencieux le jour où on perd ce truc-là, quoi. Donc, c'est vraiment le truc aussi be water, être partout où on peut, en gros, et puis espérer qu'un jour il se passe quelque chose, quoi, parce que ça me fait aussi penser à ce que tu disais sur le printemps arabe. Les révolutions, ça se commande pas. C'est comme les grèves générales. Ça se construit, ça s'organise. Et puis c'est spontané aussi. C'est aussi spontané, mais... Oui, ça s'organise sur le temps long, mais il y a un moment, il y a un truc qui va se déclencher, ça va être organique. Un déclic, et qu'on ne pourra pas comprendre forcément sur le moment, même le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, effectivement. On peut l'analyser a posteriori, mais sur le coup, personne n'a dit « Allez, on y va ». Et je pense que leur stratégie à ces militantes-là, sur les réseaux sociaux, c'est d'être là, de continuer leur travail,
d'aller aussi sur le terrain, de travailler avec les syndicats, avec les assos de terrain, et de créer du lien et de continuer à renforcer la théorie politique et de continuer à former d'autres personnes et un jour espérer qu'il y a un truc qui se déclenche. Ok. Merci beaucoup, Judicaël, d'avoir discuté avec nous de ta série à l'avant-poste. Si vous avez loupé d'ailleurs votre soirée documentaire ce soir, il y a rediffusion le mercredi qui vient à 15h. Avant de nous laisser définitivement, est-ce que peut-être tu veux nous parler de tes projets en cours ou Ouais, j'ai des projets en cours. J'ai pas encore de producteur pour m'accompagner, donc je peux pas en parler dans les détails, mais c'est quelque chose qui est le prolongement de mon travail là depuis quelques années, et ça parle des émotions et du caractère politique des émotions et des émotions en politique. Okay. Voilà, et je cherche quelqu'un pour pour me faire confiance sur ce sujet-là. Ça marche. Merci encore, Judicaël. Et merci à vous. Vous l'aurez compris, Derrière les Docs, c'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée documentaire. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous rappeler quand même que nous sommes en pleine campagne de dons. Si vous en avez assez, vous aussi, de l'extrême droite à la télévision, des télévisions de Kretinsky, de Vincent Bolloré ou de Rodolphe Saadé, eh bien sachez que le média fait sa télévision. Et la télévision du média, c'est aussi et surtout la vôtre. Alors, faites un don et aidez-nous à obtenir un canal TNT francilien en allant sur tnt.lemediatv.fr. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Derrière les Docs.